Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'oie d'or. Il était une fois un homme qui avait 3 fils. Le plus jeune avait été surnommé le bêta et était la risée de tout le monde. Ses frères le prenaient de haut et se moquaient de lui à chaque occasion. Un jour, le fils aîné s'apprêta à aller dans la forêt pour abattre des arbres. Avant qu'il ne parte, sa mère lui prépara une délicieuse galette aux œufs et ajouta une bouteille de vin pour qu'il ne souffre ni de faim ni de soif. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il y rencontra un vieux gnome gris. Celui-ci le salua, lui souhaita une bonne journée et dit « Donne-moi un morceau de gâteau et donne-moi à boire de ton vin. » Mais le fils, qui était malin, lui répondit « Si je te donne de mon gâteau et te laisse boire de mon vin, il ne me restera plus rien. Passe ton chemin. » Il laissa le bonhomme là où il était et il s'en alla. Il choisit un arbre et commença à couper ses branches. Mais très vite, il s'entailla le bras avec la hache. Il se dépêcha de rentrer à la maison pour se faire soigner. Ce qui était arrivé n'était pas le fait du hasard. C'était l'œuvre du petit homme. Un autre jour, le deuxième fils partit dans la forêt. Lui aussi avait reçu de sa mère une galette et une bouteille de vin. Lui aussi rencontra le petit homme gris qui lui demanda un morceau de gâteau et une gorgée de vin. Mais le deuxième fils répondit d'une manière aussi désinvolte que son frère aîné. « Si je t'en donne, j'en aurai moins. Passe ton chemin. » Il planta le petit homme là et s'en alla. La punition ne se fit pas attendre. Il brandit sa hache 3 ou 4 fois et son tranchant le blessa à la jambe. Peu de temps après, le bêta dit « Papa, laisse-moi aller dans la forêt. Moi aussi je voudrais abattre des arbres. » « Pas question, » répondit le père. « Maladroit comme tu es, tu n'iras nulle part. » Mais le bêta insista et son père finit par céder. « Vas-y, mais s'il t'arrive quelque chose, tu recevras une belle correction. » Sa mère lui donna une galette faite d'une pâte préparée à l'eau et cuite dans les cendres et une bouteille de bière aigre. Le bêta arriva dans la forêt et y rencontra le gnome vieux et gris, qui le salua et dit « Donne-moi un morceau de ton gâteau et laisse-moi boire de ton vin. J'ai faim et soif. »« Je n'ai qu'une galette sèche et de la bière aigre, » répondit le bêta. « Mais si cela te suffit, asseyons-nous et mangeons. » Ils s'assirent et le bêta sortit sa galette qui, soudain, se transforma en un somptueux gâteau et y trouva du bon vin à la place de la bière aigre. Ils mangèrent et burent, puis le vieux bonhomme lui dit « Tu as bon cœur et tu aimes partager avec les autres. C'est pourquoi je vais te faire un cadeau. Regarde le vieil arbre là-bas. Si tu l'abats, tu trouveras quelque chose dans ses racines. » Le gnome le salua et disparut. Le bêta s'approcha de l'arbre et l'abattit. L'arbre tomba et le bêta aperçut entre ses racines une oie aux plumes d'or. Il la sortit, la prit et alla dans une auberge pour y passer la nuit. L'aubergiste avait 3 filles. Celles-ci, en apercevant l'oie, furent intriguées par cet oiseau étrange. Elles auraient bien voulu avoir une des plumes d'or. « Je trouverais bien une occasion de lui en arracher une, » pensa la fille aînée. Et lorsque le bêta sortit, elle attrapa l'oie par une aile. Mais sa main resta collée à l'aile et il lui fut impossible de la détacher. La deuxième fille arriva, car elle aussi voulait avoir une plume d'or. Mais dès qu'elle eut touché sa sœur, elle resta collée à elle.
La troisième fille arriva avec la même idée en tête. « Ne viens pas par ici, que Dieu t'en garde, arrête-toi » crièrent ses sœurs. Mais la Benjamine ne comprenait pas pourquoi elle ne devrait pas s'en approcher, et elle se dit « Si elles ont pu s'en approcher, pourquoi je ne pourrais pas en faire autant ?» Elle s'avança, et dès qu'elle touchait sa sœur, elle resta collée à elle. Toutes les trois furent donc obligées de passer la nuit en compagnie de Loi. Le lendemain matin, le bêta prit son oie dans les bras et s'en alla sans se soucier des trois filles qui étaient collées. Elles furent bien obligées de courir derrière lui, de gauche à droite et de droite à gauche, partout où il lui plaisait d'aller. Ils rencontrèrent un curé dans les champs qui, voyant ce défilé étrange, se mit à crier. « Vous n'avez pas honte, impudente, de courir ainsi derrière un garçon dans les champs? Croyez-vous que c'est convenable ?» Et il attrapa la Benjamine par la main, voulant la séparer des autres, mais dès qu'il la toucha, il se colla à son tour et fut obligé de galoper derrière les autres. Peu de temps après, ils rencontrèrent le sacristain. Celui-ci fut surpris de voir le curé courir derrière les filles et cria « Dites donc, monsieur le curé, où courez-vous ainsi? Nous avons encore un baptême aujourd'hui, ne l'oubliez pas. » Il s'approcha de lui et le prit par la manche et il ne put plus se détacher. Tous les cinq couraient ainsi, les uns derrière les autres, lorsqu'ils rencontrèrent deux paysans avec des bêches qui rentraient des champs. Le curé les appela au secours, leur demandant de les détacher, lui et le sacristain. Mais à peine eurent-ils touché le sacristain que les deux paysans furent collés à leur tour. Ils étaient maintenant 7 à courir derrière le bêta avec son oie dans les bras. Ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi qui avait une fille si triste que personne n'avait jamais réussi à lui arracher un sourire. Le roi proclama donc qu'il donnerait sa fille à celui qui réussirait à la faire rire. Le bêta la prit et aussitôt il se dirigea au palais avec son oie et toute sa suite. Dès que la princesse aperçut ce défilé étrange, les uns courant derrière les autres, elle se mit à rire très fort. Le bêta réclama aussitôt le mariage, mais le roi n'avait pas envie d'un tel gendre. Il tergiversait et faisait des manières pour déclarer finalement que le bêta devait d'abord trouver un homme qui serait capable de boire une cave pleine de vin. Le bêta pensa que le petit bonhomme gris serait certainement de bons conseils et consentirait peut-être à l'aider, et il partit dans la forêt. À l'endroit précis où se trouvait l'arbre abattu par le bêta était assis un homme au visage triste. Le bêta lui demanda ce qu'il avait. « J'ai grand soif, » répondit l'homme, « et je n'arrive pas à l'étancher. Je ne supporte pas l'eau. J'ai bu, il est vrai, un fût entier de vin, mais c'est comme si on faisait tomber une goutte sur une pierre chauffée à blanc. »« Je peux t'aider, » dit le bêta. « Viens avec moi, tu verras, tu auras de quoi boire. » Il le conduisit dans la cave du roi. L'homme commença à boire le vin, et il but jusqu'à en avoir mal au ventre. À la fin de la journée, il avait tout bu. Le bêta réclama de nouveau le mariage, mais le roi biaisait encore. Un tel simplet, un tel dadais, comme d'ailleurs même son nom l'indiquait, pourrait-il devenir le gendre d'un roi? Il inventa donc une nouvelle épreuve. Le bêta devrait d'abord lui amener un homme capable de manger une montagne de pain. Le bêta n'hésita pas une seconde et partit dans la forêt. À l'endroit habituel était assis un homme qui serrait sa ceinture avec un air très contrarié. « J'ai mangé une charrette de pain, mais à quoi bon quand on a faim comme moi? Mon estomac est toujours vide et je dois toujours serrer ma ceinture. » Le bêta fut très heureux de l'apprendre et lui dit gaiement « Lève-toi et suis-moi, tu verras, tu mangeras à satiété. » Il l'emmena l'affamé dans la cour royale. Entre-temps, le roi fit apporter toute la farine du royaume et ordonna d'en faire une montagne de pain. L'homme de la forêt s'en approcha et se mit à manger. À la fin de la journée, il avait tout englouti. Et le bêta, pour la 3e fois, demanda la main de la princesse. Mais le roi se déroba encore en demandant à son futur gendre de trouver un bateau qui saurait aussi bien se déplacer sur l'eau que sur la terre.
Dès que tu me l'amèneras, le mariage aura lieu. Le bêta repartit dans la forêt, et là était assis le vieux gnome gris, qui dit J'ai bu pour toi, j'ai mangé pour toi. Et maintenant, je vais te procurer ce bateau. Tout cela parce que tu as été charitable avec moi. Et en effet, il lui donna ce bateau qui naviguait aussi bien sur l'eau que sur la terre, et le roi ne put plus lui refuser la main de sa fille. À présent, je vais te raconter l'histoire des 3 petits hommes de la forêt. Il était un homme dont la femme mourut, et une femme dont le mari mourut. Et l'homme avait une fille, et la femme avait une fille. Les petites filles se connaissaient et allaient se promener ensemble et rentraient ensuite à la maison de la femme. Alors elle dit à la fille de l'homme, « Écoute, dis à ton père que je veux l'épouser. Alors tu auras chaque matin du lait pour te laver et du vin à boire, tandis que ma fille se lavera dans de l'eau et boira de l'eau. » La petite fille rentra chez elle et raconta à son père ce que la femme avait dit. L'homme, « Que dois-je faire? Le mariage est une joie et aussi un tourment. » Pour finir, comme il ne parvenait pas à se décider, il retira sa botte et dit, « Prends cette botte, la semelle en est percée, va au grenier, pends-la au gros clou et verse de l'eau dedans. Si elle ne fuit pas, je me remarierai, mais si elle fuit, je refuse. » La fillette fit ce qu'il lui avait ordonné, mais sous l'effet de l'eau, le trou se resserra et la botte se remplit jusqu'au bord. Elle rapporta à son père ce que le sort avait décidé. Alors il monta voir lui-même et il constata que c'était vrai. Il alla demander la veuve en mariage et les noces eurent lieu. Le lendemain, quand les 2 jeunes filles se levèrent, la fille de l'homme trouva du lait pour se laver et du vin à boire, tandis que la fille de la femme avait de l'eau pour se laver et de l'eau à boire. Le surlendemain, il y eut pour l'une comme pour l'autre de l'eau pour se laver et de l'eau à boire. Et le 3e jour, la fille de l'homme eut de l'eau pour se laver et de l'eau à boire, tandis que la fille de la femme avait du lait pour se laver et du vin à boire, et on en resta là. La femme se mit à détester cordialement sa belle-fille et ne sut qu'inventer pour lui rendre la vie de plus en plus dure. De plus, elle était jalouse, parce que sa belle-fille était belle et aimable, tandis que sa vraie fille était laide et repoussante. Un jour d'hiver, comme il avait gelé à pierre fendre et que monts et vallées étaient ensevelis sous la neige, la femme confectionna une robe de papier, appela la jeune fille et lui dit « Mets cette robe, va dans la forêt et rapporte-moi un petit panier de fraises. J'en ai envie. »« Mon Dieu, dit la jeune fille, c'est que les fraises ne poussent pas en hiver. La terre est fêlée et puis la neige a tout recouvert. Et pourquoi irais-je dans cette robe en papier? Il fait si froid dehors qu'on en a la laine gelée. Le vent va passer au travers et les ronces me l'arracheront. »« Vas-tu encore répliquer ?» répondit la belle-mère. « Tâche de filer et ne t'avise pas de reparaître avant d'avoir rempli le panier de fraises. » Après quoi elle lui donna un petit bout de pain dur et dit « Tu en auras pour toute la journée. » Elle pensait qu'elle allait mourir de faim et de froid et qu'elle ne reparaîtrait jamais devant ses yeux. Or la jeune fille était obéissante. Elle mit la robe de papier et s'en alla avec son petit panier. Il n'y avait rien que de la neige à la ronde et l'on ne voyait pas le moindre brin d'herbe. En arrivant dans la forêt, elle aperçut une petite maison où 3 nains étaient à la fenêtre. Elle leur souhaita le bonjour et frappa discrètement à la porte. Ils lui crièrent d'entrer, elle entra dans la pièce et s'assit sur un banc près du poêle, afin de se réchauffer et de manger son goûter. Les nains lui dirent « Donne-nous-en un morceau. »« Volontiers, dit-elle. Alors, elle coupa son morceau de pain en 2 et le leur en donna la moitié. Ils lui demandèrent « Que vas-tu faire dans la forêt par ce jour d'hiver avec ta petite robe mince ?»« Ah, dit-elle, il faut que je cherche des fraises pour remplir mon panier, et tant que je ne le rapporterai pas, je ne pourrai pas rentrer à la maison. » Quand elle eut mangé son pain, ils lui donnèrent un balai et dirent « Balaie la neige à la porte de derrière. » Mais quand elle fut dehors, les 3 petits hommes se dirent « Qu'allons-nous lui donner pour récompenser d'être si gentille et si bonne et d'avoir partagé son pain avec nous ?»
Alors le premier dit. Elle aura le don d'embellir de jour en jour. Le deuxième dit. Il lui tombera des pièces d'or de la bouche à chaque fois qu'elle proférera un mot. Le troisième dit. Un roi viendra et la prendra pour femme. Cependant, la jeune fille faisait ce que les nains lui avaient dit. Elle balayait la neige derrière la petite maison, et que croyez-vous qu'elle trouva? Rien que des fraises mûres qui faisaient des taches rouges sombres sur la neige. Alors, dans sa joie, elle en ramassa plein son panier, remercia les petits hommes, donna la main à chacun d'eux, et rentra chez elle en courant pour rapporter ce que sa belle-mère lui avait demandé. Comme elle disait bonjour en entrant, aussitôt une pièce d'or lui tomba de la bouche. Puis elle raconta ce qui lui était arrivé dans la forêt, et à chaque mot qu'elle prononçait, les pièces d'or lui sortaient de la bouche, de sorte que bientôt toute la pièce en fut couverte. Voyez un peu cette outrecuidance, dit sa demi-sœur, gaspiller ainsi l'argent. Mais elle était secrètement jalouse et voulut aller à son tour chercher des fraises dans la forêt. Non, ma petite fille, dit la mère, il fait trop froid, tu pourrais en mourir. Mais comme elle ne lui laissait pas de répit, elle finit par céder, lui fit une splendide veste de fourrure qu'elle dut mettre, et lui donna des tartines et un gâteau pour la route. La jeune fille alla dans la forêt et se dirigea tout droit vers la petite maison. Les trois petits hommes étaient toujours à la fenêtre, mais elle ne les salua pas, et sans accorder un regard ni un bonjour, elle entra dans la pièce en trébuchant, s'assit près du poêle et se mit à manger ses tartines et son gâteau. Donne-nous-en un morceau, s'écrièrent les petits hommes. Mais elle répondit. Je n'en ai pas assez pour moi. Comment en donnerais-je encore aux autres? Quand elle eut fini de manger, ils lui dirent. Voilà un balai. Nettoie la neige dehors à la porte de derrière. Mais elle répondit. Balayez vous-même, je ne suis pas votre servante. Voyant qu'il ne voulait rien lui donner, elle prit la porte et s'en alla. Alors les trois petits hommes se dirent entre eux. Qu'allons-nous lui donner pour la punir d'être si désagréable et d'avoir un cœur méchant et jaloux qui n'accorde rien à personne? Le premier dit. Elle aura le don d'en les dire de jour en jour. Le deuxième dit. À chaque mot qu'elle prononcera, un crapaud lui sortira de la bouche. Le troisième dit. Elle mourra d'une mort terrible. La jeune fille cherchait des fraises dehors, mais comme elle n'en trouva pas, elle rentra de méchante humeur à la maison. Et quand elle ouvrit la bouche pour raconter à sa mère ce qui lui était arrivé dans la forêt, voici qu'à chaque mot, un crapaud lui sortait de la bouche, de sorte qu'elle inspirait à tous de la répulsion. À présent, la belle-mère était encore plus en colère et ne pensait plus qu'à faire tout le mal possible à la fille de l'homme, dont la beauté croissait vraiment de jour en jour. Enfin, elle prit un chaudron, le mit sur le feu et y fit bouillir du fil. Quand il fut bouilli, elle le pendit aux épaules de la jeune fille et lui donna une hache. Elle devait aller avec cela sur la rivière gelée, faire un trou dans la glace et rouir le fil. Comme elle était obéissante, elle y alla, fit un trou dans la glace, et elle était en train de creuser quand passa un splendide carrosse dans lequel se trouvait le roi. Le carrosse s'arrêta et le roi demanda. « Mon enfant, qui es-tu et que fais-tu là ?»« Je suis une pauvre fille et je rouis du fil. » Alors le roi la prit en pitié, et quand elle vit qu'elle était si belle, il lui dit. « Veux-tu venir avec moi ?»« Oh oui, de tout cœur, répondit-elle, car elle était bien aise de ne plus avoir à paraître devant sa mère et sa sœur. Elle monta donc dans le carrosse, et quand ils furent arrivés au château, on célébra la noce en grande pompe, selon le don que les nains lui avaient fait. Au bout d'un an, la jeune reine eut un fils, et quand sa belle-mère eut entendu parler de son grand bonheur, elle vint au château avec sa fille et feignit de vouloir lui faire une visite. Mais comme le roi était sorti un moment et qu'il n'y avait personne d'autre dans la chambre, la méchante femme saisit la reine par la tête. Sa fille la saisit par les pieds, puis elle la soulevèrent du lit et la jetèrent par la fenêtre dans le fleuve qui coulait devant. Après quoi, elle coucha sa vilaine fille dans le lit, et la vieille la couvrit jusqu'à la tête. Quand le roi revint et voulut parler à sa femme, la vieille s'écria « Chut, chut, pas maintenant, elle est toute baignée de sueur, il faut la laisser en repos aujourd'hui. » Le roi n'y vit rien de mal et ne revint que le lendemain matin, et quand il se mit à parler à sa femme et qu'elle lui répondit «
Voici qu'à chaque mot, un crapaud lui sortait de la bouche, tandis que d'ordinaire, il en tombait une pièce d'or. Il demanda alors comment cela se faisait, mais la vieille lui dit que cela venait de la forte transpiration et que cela ne tarderait pas à disparaître. La nuit pourtant, le marmiton vit une canne qui nageait dans le caniveau et disait « Roi, que fais-tu? Dors-tu ou veilles-tu » Et comme il ne donnait pas de réponse, elle dit « Que font mes hôtes ?» Alors le marmiton répondit « Ils dorment d'un profond sommeil. » Elle demanda encore « Que fait mon petit enfant ?» Et il répondit « Dans son berceau, il dort gentiment. » Alors la reine reprit sa forme et monta. Elle lui donna à boire, arrangea son petit lit, le couvrit et repartit sous l'aspect d'une canne en nageant dans le caniveau. Elle vint ainsi 2 nuits de suite. La 3e nuit, elle dit au marmiton « Va dire au roi de prendre son épée et de la brandir 3 fois au-dessus de moi. » Le marmiton courut le dire au roi, qui vint avec son épée et la brandit 3 fois au-dessus du fantôme. Et à la 3e fois, son épouse se trouva devant lui, fraîche, saine et sauve, telle qu'elle l'était auparavant. Alors le roi fut en grande joie, mais il tint la reine cachée dans un cabinet jusqu'au dimanche où l'enfant devait être baptisé. Et quand il fut baptisé, il dit « Que convient-il de faire à quelqu'un qui a tiré un autre du lit et l'a jeté à l'eau ?»« Il ne mérite rien de mieux, dit la vieille, que d'être mis dans un tonneau garni de clous que l'on fera rouler du haut de la montagne jusqu'au fleuve. » Alors le roi dit « Tu as prononcé ta sentence. » Il fit faire un tonneau semblable et mettre la vieille avec sa fille dedans. Puis le fond fut cloué et le tonneau, dégringolant le long de la montagne, roula jusqu'au fleuve. Les 6 compagnons qui viennent à bout de tout. Il y avait une fois un homme qui était habile à tous les métiers. Il se fit soldat et servit bravement. Mais quand la guerre fut finie, il reçut son congé avec 3 deniers de frais de route pour regagner ses foyers. Tout cela ne lui convenait pas, et il se promit bien, s'il trouvait seulement des compagnons, de forcer le roi à lui donner tous les trésors de son royaume. Il prit tout en colère le chemin de la forêt, et là, il vit un homme qui venait de déraciner 6 grands arbres avec la main, comme si ce n'eût été que des brins d'herbe. Il lui demanda « Veux-tu me suivre et être mon serviteur ?»« Volontiers, dit l'autre, mais d'abord, il faut que je porte à ma mère ce petit fagot. » Et prenant un des arbres, il en fit un lien autour des 5 autres, mit le fagot sur son épaule et l'emporta ainsi. Ensuite, il revint trouver son maître, qui lui dit « À nous 2, nous viendrons à bout de tout. » À quelque distance de là, ils rencontrèrent un chasseur qui était à genoux et qui tenait sa carabine en joue. Le soldat lui demanda « Chasseur, que vises-tu donc ainsi ?» Il répondit « Il y a une mouche posée à 2 lieues d'ici sur une branche de chêne. Je veux lui mettre du plomb dans l'œil gauche. »« Oh, oh, viens avec moi, dit le soldat. À nous 3, nous viendrons à bout de tout. » Le chasseur le suivit, et ils arrivèrent devant 7 moulins à vent qui tournaient avec rapidité. Cependant, on ne sentait pas un souffle de vent à droite ni à gauche, et aucune feuille ne remuait. Le soldat dit « Je ne conçois pas comment ces moulins peuvent marcher. L'air est entièrement immobile. » À 2 lieues plus loin, ils virent un homme qui était monté dans un arbre. Il tenait une de ses narines bouchées, et de l'autre, il soufflait. « Que diable souffles-tu là-haut » lui demanda le soldat. « À 2 lieues d'ici, répondit-il, il y a 7 moulins à vent. Comme vous voyez, je souffle pour les faire tourner. »« Oh, oh, viens avec moi, dit le soldat. À nous 4, nous viendrons à bout de tout. » Le souffleur descendit de son arbre et les accompagna. Au bout de quelque temps, ils virent un homme qui se tenait sur une seule jambe. Il avait décroché l'autre et l'avait posé à côté de lui. « En voilà un, dit le soldat, qui veut se reposer à coup sûr. »« Je suis coureur, répondit l'autre, et pour ne pas aller trop vite, je me suis décroché une jambe. Quand je les ai toutes les 2, je devance les hirondelles. »« Oh, oh, viens avec moi, dit le soldat. À nous 5, nous viendrons à bout de tout. » Il alla avec eux, et peu de temps après, ils rencontrèrent un homme qui avait un petit chapeau posé tout à fait sur l'oreille. Le soldat lui dit
Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous feriez mieux de mettre votre chapeau plus droit, car vous avez tout l'air ainsi d'une tête à grelots. Je m'en garderai bien, dit l'autre. Quand je mets mon chapeau droit, il vient un tel froid que les oiseaux gèlent en l'air et tombent morts par terre. Oh, oh, alors viens avec moi, dit le soldat. À nous 6, nous viendrons à bout de tout. Tous les 6 entrèrent dans une ville où le roi avait fait publier que celui qui voudrait lutter à la course avec sa fille l'épouserait s'il était vainqueur, mais aurait la tête tranchée s'il était vaincu. Le soldat se présenta, mais il demanda s'il pouvait faire courir un de ses gens à sa place. « Sans doute, répondit le roi, mais sa vie et la tienne serviront de gage, et s'il est vaincu, on prendra votre tête à tous les deux. » Les choses étant ainsi convenues, le soldat ordonna au coureur d'accrocher sa seconde jambe et lui recommanda de courir sans perdre de temps et de ne rien négliger pour remporter la victoire. Il était décidé que le vainqueur serait celui des concurrents qui rapporterait le premier de l'eau d'une fontaine située loin de là. Le coureur et la fille du roi reçurent chacun une cruche et partirent en même temps. Mais la princesse avait fait quelques pas à peine qu'il était hors de vue, comme si le vent l'eût enlevé. Il fut bientôt à la fontaine, y remplit sa cruche et se remit en route. Mais au milieu du trajet, il se sentit fatigué, et posant la cruche à terre, il se coucha pour dormir un somme. Seulement, il eut le soin de mettre sous sa tête un crâne de cheval qu'il trouva par terre, afin que la dureté du coussin ne tardât pas à l'éveiller. Cependant la princesse, qui courait aussi bien que peut le faire une personne à l'état naturel, était arrivée à la fontaine, et elle se hâta de revenir après avoir rempli sa cruche. Elle rencontra le coureur endormi. « Bon, se dit-elle joyeusement, l'ennemi est entre mes mains. » Elle vida la cruche du dormeur et continua son chemin. Tout était perdu, si par bonheur le chasseur, posté sur le haut du château, n'avait pas vu cette scène avec ses yeux perçants. « Il ne faut pourtant pas, se dit-il, que la princesse l'emporte. » Et d'un coup de sa carabine, il brisa sous la tête du coureur, et sans lui faire aucun mal, le crâne du cheval qui lui servait d'oreiller. L'autre, se réveillant en sursaut, s'aperçut que sa cruche était vide et que la princesse avait déjà pris une grande avance. Mais sans perdre courage, il retourna à la fontaine, remplit de nouveau sa cruche et fut encore arrivé au terme de sa course 10 minutes plus tôt que la princesse. « À la fin, dit-il, j'ai vraiment remué les jambes. Ce que j'avais fait auparavant, je n'appelle pas cela courir. » Mais le roi et sa fille étaient furieux de voir que le vainqueur était un misérable soldat licencié. Ils résolurent de le perdre, lui et tous ses compagnons. Le roi dit à sa fille, « J'ai trouvé un bon moyen. N'aie pas peur, ils n'échapperont pas. » Puis, sous prétexte de les régaler, il les fit entrer dans une chambre dont le plancher était en fer, les portes en fer et les fenêtres en fer. Au milieu de l'appartement était une table chargée d'un repas somptueux. « Entrez, leur dit le roi, et régalez-vous bien. » Et quand ils furent dedans, il fit fermer et verrouiller toutes les portes en dehors. Puis il donna l'ordre à son cuisinier d'entretenir du feu sous la chambre jusqu'à ce que le plancher de fer fût tout à fait rouge. L'ordre s'exécuta, et les 6 compagnons qui étaient à table commencèrent à avoir chaud. Ils crurent d'abord que cela venait de l'activité avec laquelle ils mangeaient, mais la chaleur augmentant toujours, ils voulurent sortir, et s'aperçurent alors que les portes et les fenêtres étaient fermées et que le roi avait voulu leur jouer un mauvais tour. « Mais son coup sera manqué, dit l'homme au petit chapeau, car je vais faire venir un froid devant lequel il faudra bien que le feu recule. » Alors il posa son chapeau tout droit sur sa tête, et il vint un tel froid que toute la chaleur disparut et que les plats gelèrent sur la table. Au bout de 2 heures, le roi, convaincu qu'ils étaient tous cuits, fit ouvrir les portes et vint lui-même voir ce qu'ils étaient devenus. Stupéfait, il les trouva tous les 6 frais et dispos, et disant qu'ils étaient bien aises de pouvoir sortir pour aller se chauffer un peu, parce qu'il faisait tellement froid dans la chambre que les plats en avaient gelé sur la table. Le roi, plein de colère, alla trouver le cuisinier et lui demanda pourquoi il n'avait pas exécuté ses ordres. Mais le cuisinier lui répondit « J'ai chauffé au rouge, voyez vous-même. »
Le roi reconnut en effet qu'on avait entretenu un feu violent dans le four au-dessous de la chambre, mais que les 6 compagnons n'en avaient pas souffert. Le roi, cherchant toujours à se débarrasser de ses hôtes incommodes, fit venir le soldat et lui dit « Si tu veux abandonner tes droits sur ma fille, je te donnerai autant d'or que tu voudras. »« Volontiers, sire, répondit l'autre. Donnez-moi seulement autant d'or qu'un de mes serviteurs en pourra porter, et j'abandonne la princesse. » Le roi était enchanté. Le soldat lui dit qu'il reviendrait chercher son or dans 15 jours. En attendant, il convoqua à l'instant même tous les tailleurs du royaume et les loua pour 15 jours afin de lui coudre un sac. Quand le sac fut prêt, l'Hercule de la bande, celui qui déracinait les arbres avec la main, le mit sur son épaule et se présenta au palais. Le roi demanda quel était ce vigoureux gaillard qui portait sur son épaule un ballot de drap gros comme une maison, et quand il l'eut appris, il fut effrayé en pensant à tout ce qui pourrait s'engouffrer d'or là-dedans. Il en fit venir 1 tonne que ces hommes des plus forts avaient peine à rouler, mais l'Hercule la saisit d'une main et, la jetant dans le sac, se plaignit qu'on lui en eût apporté si peu, qu'il n'y en avait pas de quoi garnir seulement le fond. Le roi fit apporter successivement tout son trésor, qui passa tout entier dans le sac sans le remplir seulement à moitié. « Apportez toujours !» criait l'Hercule. « 2 miettes ne suffisent pas à rassasier un homme. » On fit venir encore 700 voitures chargées d'or de toutes les parties du royaume, et il les fourra dans son sac avec les bœufs qu'on y avait attelés. « Je vais finir, dit-il, par prendre indistinctement tout ce qui me tombera sous la main pour le remplir. » Quand tout y fut, il y avait encore de la place. Mais il dit « Il faut faire une fin, on peut bien fermer son sac avant qu'il soit plein. » Il le mit sur son dos et alla rejoindre ses compagnons. Le roi, voyant qu'un seul homme emportait ainsi toutes les richesses de son pays, entra dans une grande colère et fit monter à cheval toute sa cavalerie, avec ordre de courir sus aux 6 compagnons et de reprendre le sac. Ils furent bientôt atteints par 2 régiments qui leur crièrent « Vous êtes prisonniers, rendez le sac et l'or qu'il contient, ou vous êtes massacrés sur l'heure. » « Que dites-vous là ?» répliqua le souffleur. « Que nous sommes prisonniers? Auparavant, vous danserez tous en l'air. » Et bouchant une de ses narines, il se mit à souffler de l'autre sur les 2 régiments, et ils furent dispersés çà et là dans le bleu du ciel, par-dessus monts et vallées. Un vieux sergent-major cria grâce, ajoutant qu'il avait 9 cicatrices et qu'un brave comme lui ne méritait pas d'être traité si honteusement. Le souffleur s'arrêta un peu, de sorte que le sergent retomba sans se blesser. Mais il lui dit « Va trouver ton roi, et fais-lui savoir qu'il aurait dû envoyer plus de monde contre nous, et que je les aurais tous fait sauter en l'air. » Le roi, apprenant l'aventure, dit « Il faut les laisser aller, les drôles sont sorciers. » Les 6 compagnons emportèrent donc leurs richesses. Ils en firent le partage et vécurent heureux jusqu'à la fin. La douce bouillie. Une fille, pauvre mais vertueuse et craignant Dieu, vivait seule avec sa vieille mère. Leur misère était devenue si grande qu'elle se voyait sur le point de mourir de faim. Dans cette extrémité, la pauvre fille, toujours confiante en Dieu, sortit de leur misérable cabane et pénétra dans le bois voisin. Elle ne tarda pas à rencontrer une vieille femme qui, devinant la détresse de la jeune fille, puisque c'était une fée, lui donna un petit pot, bien précieux vraiment. « Tu n'auras qu'à prononcer ces 3 mots, » dit la vieille. « Petit pot, cuit. Il se mettra aussitôt à te faire une douce et excellente bouillie de millet. Et quand tu auras dit « Petit pot, arrête-toi », il s'arrêtera sur le champ. » La jeune fille s'empressa d'apporter à sa mère ce pot merveilleux. À partir de ce moment, l'indigence et la faim quittèrent leur humble cabane, et elles purent se régaler de bouillie tout à leur aise. Il arriva qu'un jour, la jeune fille dut aller faire une course hors du village. Pendant son absence, la mère eut faim, et se hâta de dire « Petit pot, cuit !» Petit pot ne se le fit pas répéter, et la vieille eut bientôt mangé tout son sou. Alors, la bonne femme voulut arrêter le zèle producteur du petit pot.
Mais par malheur, elle ignorait les mots qu'il fallait prononcer pour cela. Maître Petit Pot continua donc de cuire toujours plus et plus fort, si bien que la bouillie ne tarda pas à déborder du vase, puis à remplir la cuisine, puis à inonder la maison, puis la maison d'à côté, puis une autre, puis encore une autre, puis enfin toute la rue. Et du train dont il y allait, on eût dit qu'il voulait noyer le monde entier. Cela devenait d'autant plus effrayant que personne ne savait comment s'y prendre pour arrêter ce déluge. Heureusement qu'à la fin, comme il ne restait plus dans tout le village qu'une seule maison qui ne fût pas devenue la proie de la bouillie, la jeune fille revint et s'écria « Petit Pot, arrête-toi » Et aussitôt, Petit Pot s'arrêta. Les habitants du village, qui désirèrent rentrer dans leur maison, n'en durent pas moins avaler beaucoup plus de bouillie qu'ils n'en voulaient. Ce conte prouve qu'on fait toujours mal ce qu'on ne sait qu'à demi. Demoiselle Méline. Il était une fois un roi. Il avait un fils qui avait demandé la main de la fille d'un roi puissant. Elle s'appelait Méline et était admirablement belle. Mais son père avait refusé la demande du prince car il avait déjà décidé de donner la main de sa fille à un autre prince. Or, les deux jeunes gens s'aimaient d'un amour tendre. « Je ne veux que lui, déclara Méline, et je n'en épouserai aucun autre. » Le père se fâcha et fit construire une tour à l'intérieur de laquelle pas un seul rayon de soleil ni la lueur de la lune ne pouvaient passer. Et il dit « Tu seras enfermé dans cette tour pendant 7 ans. Ensuite, je viendrai pour voir si ton obstination et ton entêtement ont été brisés. » On apporta dans la tour à manger et à boire pour 7 ans, et Méline et sa femme de chambre y furent emmenées et emmurées. Coupées de la terre et du ciel, elles devaient rester là, dans l'obscurité totale. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline par son nom, mais le mur épais ne laissait pas passer sa voix. Et le temps passa, et selon la quantité de nourriture et d'eau qui restait, Méline et sa femme de chambre devinèrent que les 7 années touchaient à leur fin. Elles pensaient que leur libération était déjà proche, mais aucun bruit de l'extérieur ne leur parvint. Elles n'entendirent pas des coups de marteau, pas la plus petite pierre du mur ne tomba. Elles n'avaient plus que très peu de nourriture, et une mort atroce les attendait. Méline dit alors « Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons tenter de percer le mur. » Elle prit le couteau à pain et commença à gratter et à fouiller le mortier pour essayer de dégager une pierre. Lorsqu'elle était fatiguée, sa femme de chambre la remplaçait. Elles travaillèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'elles arrivassent à détacher une pierre, puis une deuxième, puis une troisième, et au bout de 3 jours, elles purent percevoir le premier rayon de soleil. Finalement, la brèche fut suffisamment grande pour qu'elles puissent voir dehors. Le ciel était d'un bleu magnifique et une brise fraîche les salua. Mais quel spectacle s'offrait à leurs yeux! Du palais lui-même, il ne restait que des ruines. La ville et les villages alentours étaient brûlés et les champs étaient en friche, et on ne voyait pas âme qui vive. Lorsqu'elles eurent agrandi la brèche dans le mur, suffisamment pour pouvoir se glisser à travers, elles sautèrent à terre. Mais maintenant, que faire? L'ennemi avait dévasté tout le royaume et massacré toute la population. Elles se mirent à marcher au hasard pour trouver un autre pays. Mais elles ne trouvèrent ni un toit pour se réfugier, ni une seule personne qui leur tende un morceau de pain. Tout allait si mal qu'elles finirent par arracher des orties pour se nourrir. Après une longue marche, elles arrivèrent dans un autre royaume. Elles offraient leurs services partout, mais où qu'elles frappaient, personne n'en voulait et personne n'eut pitié d'elles. Finalement, elles arrivèrent dans une grande ville et se dirigèrent vers le palais royal. Mais de là aussi, elles se firent chasser. Un jour tout de même, un cuisinier eut pitié d'elles et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Il arriva que le fils du roi de ce royaume était justement le prince qui, autrefois, avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide et au cœur dur.
Le mariage approchait inexorablement. La fiancée était déjà là, mais à cause de sa laideur, elle ne s'était jamais montrée. Elle s'était enfermée dans sa chambre et Méline lui portait à manger directement de la cuisine. Le jour des noces arriva et la mariée devait accompagner son futur époux à l'église. Consciente de sa laideur, elle avait honte de se montrer en public et dit alors à Méline: C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe et tu me remplaceras lors du mariage. Mais Méline refusa. Je ne veux pas être honorée par ceux qui ne m'est pas dû de bon droit. La mariée lui offrit même de l'or, mais rien n'y fit. Voyant que la jeune fille ne cédait pas, elle se mit à la menacer. Si tu ne m'obéis pas, tu le payeras de ta vie. Méline fut forcée d'obéir. Elle dut se vêtir de la magnifique robe de mariée et se parer de ses bijoux. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tout le monde fut frappé par sa beauté. Le roi dit à son fils: « C'est la mariée que je t'ai choisie et que tu conduiras à l'autel. » Le marié fut frappé d'étonnement. « C'est le portrait même de Méline, pensa-t-il. Si je ne savais pas que ma bien-aimée est enfermée depuis des années dans sa tour et qu'elle est peut-être même déjà morte, je croirais, ma foi, que je l'ai devant moi. » Il offrit son bras à la mariée et la conduisit à l'église. Des orties poussaient près de la route, et Méline leur dit: « Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce et crue, mais en abondance. »« Qu'est-ce que tu dis ?» demanda le prince. « Rien, rien, répondit-elle. Je pensais seulement à la princesse Méline. » Le marié fut surpris que sa fiancée connût Méline, mais il se tut. Ils passèrent près du cimetière, et lorsqu'ils arrivèrent devant l'escalier de l'église, Méline dit: « Supportez-moi les marches, souffrez que je vous emprunte. De la mariée qui n'en est pas une, écoutez la complainte. »« Que disais-tu » demanda le prince. « Rien, je pensais seulement à la princesse Méline. »« La connais-tu » ?»« Mais non, rétorqua-t-elle. « Comment pourrais-je la connaître? Mais j'ai entendu parler d'elle. » Ils s'arrêtèrent devant la porte de l'église, et Méline dit: « Ô toi, la grande porte, que je passe supporte. De la mariée qui n'en est pas une, écoute la demande infime. »« Et maintenant, qu'est-ce que tu viens de dire ?» s'étonna le prince. « Oh, je pensais encore à la princesse Méline, » répondit-elle. Le marié prit un collier de très grande valeur et le lui passa au cou. Ils entrèrent dans l'église, et devant l'autel, le prêtre lia leurs mains et les maria. Sur le chemin du retour, Méline ne prononça pas un mot. De retour au palais, elle courut aussitôt dans la chambre de la mariée, ôta la belle robe, rangea les bijoux et remit sa chemise grise. Elle ne garda que le collier que le marié lui avait passé autour du cou devant l'église. La nuit tomba, et la mariée devait être conduite dans la chambre du prince. Elle voila son visage pour que le prince ne s'aperçût pas de la supercherie. Dès que tous furent partis, le prince demanda: « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« À quelles orties ?» s'étonna la mariée. « Je ne parle pas aux orties. »« Si tu ne leur as pas parlé, tu n'es pas la vraie mariée, » dit le prince. Mais la mariée trouva la parade. « Attends !» s'écria-t-elle. Ma femme de chambre, j'appelle, car dans mes pensées, lit-elle. » Elle sortit de la chambre et s'en prit à Méline. « Servante, qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« Je n'ai dit que cela. Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce et crue, mais en abondance. » La mariée retourna dans la chambre du prince. « Ça y est !» cria-t-elle. « Je me rappelle maintenant de ce que j'ai dit aux orties. » Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. « Et qu'as-tu dit aux marches de l'église lorsque nous les montions ?» demanda à nouveau le prince. « Aux marches de l'église ?» s'étonna la mariée. « Je ne parle jamais aux marches. »« Tu n'es donc pas la vraie mariée. » Et la mariée dit promptement: « Ma femme de chambre, j'appelle, car dans mes pensées, lit-elle. » Elle sortit par la porte en courant et s'en prit de nouveau à Méline. « Servante, qu'as-tu dit aux marches devant l'église ?»
Je leur ai dit simplement, supportez-moi les marches, souffrez que je vous emprunte, de la mariée qui n'en est pas une, écoutez la complainte. Cela te coûtera la vie, L'avertit la mariée. Mais elle retourna vite auprès du prince pour lui expliquer, et ça y est, je sais ce que j'ai dit à l'escalier. et elle répéta ce que la jeune fille lui avait dit. Et qu'as-tu dit à la porte de l'église? À la porte de l'église? S'affola la mariée. Je ne parle pas aux portes. Tu n'es donc pas la vraie mariée. Elle sortit en courant et elle harcela Méline à nouveau. Servante, qu'avais-tu à raconter à la porte de l'église? Je ne lui ai rien raconté. J'ai dit seulement, ô toi la grande porte, que je passe supporte. De la mariée qui n'en est pas une, écoute la demande infime. Tu me le payeras, tu auras la tête coupée, Dit la mariée folle de rage. Mais elle se dépêcha de revenir auprès du prince pour lui dire, Je me souviens maintenant ce que j'avais dit à la porte. et elle répéta les paroles de Méline. Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église? Quel collier? Dit-elle. Tu ne m'as pas donné de collier. Je te l'ai moi-même passé autour du cou. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. Il lui arracha son voile et vit son visage incroyablement laid. Effrayé, il fit un bond en arrière. Comment es-tu arrivé là? Qui es-tu? Je suis ta fiancée promise, mais j'avais peur que les gens se moquent de moi en me voyant dans la rue. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. Où est cette fille? Demanda le prince. Je veux la voir. Va la chercher. La mariée sortit de la chambre et dit au serviteur que sa femme de chambre était une faussaire et qu'il fallait sans tarder l'amener dans la cour et lui couper la tête. Les serviteurs attrapèrent Méline et voulurent l'emmener. Mais Méline se mit à crier et appeler au secours si fort que le prince entendit sa voix et arriva en courant. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille sur le champ. On apporta la lumière et le prince put voir que la jeune fille avait autour du cou le collier en or qu'il lui avait donné. « C'est toi la vraie mariée, dit-il. C'est toi que j'ai amenée à l'hôtel. Viens dans ma chambre. » Et une fois seul, le prince demanda, « Pendant le trajet vers l'église, tu as parlé de la princesse Méline à laquelle j'ai été fiancé. Si je pouvais espérer que cela fût possible, je penserais qu'elle est devant moi. Tu lui ressembles tant. » Et la jeune fille répondit, « Je suis Méline, celle qui, par amour pour toi, fut emprisonnée pendant 7 ans dans un cachot obscur, celle qui a souffert de faim et de soif, et qui a vécu si longtemps dans la misère et la détresse. Mais aujourd'hui, enfin, le soleil a de nouveau brillé pour moi. On nous a mariés à l'église, et je suis ta femme légitime. » Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Les présents des gnomes. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer, et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond, et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu de peur et se tint en arrière. Mais quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt, le cercle se referma et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux. Mais le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser et, quand il l'eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi, mais leur anxiété ne fut pas longue.
Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main, il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe, puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance, et leur peur se dissipa. Alors, il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là, et leur fit signe d'en remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le chant s'éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés. Mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche, et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or pur. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais, ils étaient riches. Seulement le forgeron, qui, par suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « J'en ai assez et je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser ma promise, et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit 2 sacs sur ses épaules pour emporter bonne charge, et il se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à emplir ses poches et ses sacs tant qu'il y en put entrer, s'en retourna joyeux à l'auberge et se coucha tout habillé. « Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien. » Et il s'endormit enfin dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. « Oh, au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. » Il y alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rase, ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière s'en était jointe une autre par devant. Il sentit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité, et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit « Nous sommes compagnons. Nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi. Mon trésor nous nourrira tous deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses 2 bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. À présent, je vais te raconter l'histoire des 3 fileuses. Il était une fois, dans un pays fort lointain, une jeune fille bien gentille, mais terriblement paresseuse, que l'on appelait Marion. Toute la journée, elle restait assise devant son rouet sans filer. Rien ni personne ne pouvait la convaincre de transformer le lin en fil. Un jour, sa mère perdit toute patience et fit irruption dans sa chambre en s'égousillant. « Qu'ai-je donc fait au ciel pour mériter un fardeau pareil? Allons, Marion, debout !» Mais la jeune fille fit la sourde oreille. « Si tu ne commences pas à filer, je prendrai un bâton et je te battrai. »« Voyons, mère, il n'est même pas encore midi. Laissez-moi donc encore un peu dormir. » Alors sa mère la battit si fort que les cris de la jeune fille résonnèrent dans toute la maison et s'échappèrent jusque dans la rue. Justement, la reine de ce royaume passait par là à ce moment précis. Elle fit arrêter son carrosse et demanda ce que la jeune fille avait fait pour mériter une telle correction. La mère avait trop honte d'avouer la paresse de sa fille. Alors, au lieu de dire la vérité, elle déclara
Je bats ma fille pour l'empêcher de filer. Elle file toute la journée et toute la nuit, et je ne peux pas trouver assez de lin pour suivre son rythme. Dans ce cas, elle viendra avec moi, répondit la reine. Rien ne me plaît plus que la quenouille. Le bruit du rouet m'enchante. Confiez-moi votre fille. J'ai du lin en quantité entreposé dans mon palais, et elle pourra y filer à cœur joie. Ravie, la mère accepta. Marion eut beau protester, mais rien n'y fit, et elle dut bien se résigner. Elle monta alors dans la calèche de la reine, et toutes deux gagnèrent le château en silence. Arrivée au palais, on conduisit la jeune fille dans une grande pièce où se trouvait un rouet. Au-delà se trouvait une salle encore plus grande, et au-delà encore une troisième salle, immense. Toutes trois étaient remplies de lin, du sol au plafond. « Maintenant, tu peux filer autant que tu veux, » déclara la reine en souriant. « Cela te rendra très heureuse, j'en suis sûre. Et lorsque tu auras filé tout cela, je te donnerai mon fils aîné pour époux, car le dévouement est une qualité cruciale pour une souveraine. » Dès que la reine eut fermé la porte derrière elle, Marion contempla les montagnes de lin dans les trois pièces. « Il y a là de quoi occuper 100 fileuses pendant 100 ans, » pensa-t-elle effarée. « Je ne saurais même pas par où commencer. » Désemparée, elle s'assit devant le rouet et se mit à sangloter. Elle pleura toute la journée, puis le lendemain aussi, et le troisième jour encore. Pendant 3 jours entiers, elle ne toucha pas au lin une seule fois. Au troisième jour, la reine vint lui rendre visite. Elle fut très surprise de constater que rien n'avait avancé. « Comment, Marion? Tu n'as même pas commencé ?» s'exclama-t-elle. « Quelque chose ne va pas ?» La jeune fille s'empressa de s'excuser. « Hélas, votre Altesse, j'étais si triste d'avoir quitté ma mère que je ne suis pas parvenue à me mettre à l'ouvrage. »« Ah, dit la reine, je vois que tu as le mal du pays. Cela passera lorsque tu commenceras à filer. Veuille à commencer demain. » Quand la reine fut partie, la pauvre Marion se retrouva de nouveau seule avec le rouet et les montagnes de lin. Désemparée, elle se traîna jusqu'à la fenêtre tout en soupirant profondément. « Oh, jamais je ne viendrai à bout de cette tâche. Et lorsque la reine s'en rendra compte, elle me punira certainement. » C'est alors qu'elle vit 3 vieilles femmes s'approcher en trottinant. Marion écarquilla les yeux. Quelle drôle d'allure elles avaient! La première avait un pied énorme, bien plus large et plus plat que l'autre. La deuxième avait une lèvre inférieure si longue qu'elle lui tombait jusqu'au menton. Et la troisième avait un pouce gros comme une pomme, rouge et gonflé. Arrivée à hauteur de sa fenêtre, les 3 vieilles femmes s'arrêtèrent. « Eh bien, jeune fille, Lança la vieille au grand pied. tu as l'air bien soucieuse. Que se passe-t-il ?»« Si je parviens à filer tout le lin de cette pièce où je suis enfermée, je pourrai épouser le prince, expliqua la jeune fille. Seulement, je ne sais pas par où commencer, Nous pouvons t'aider, affirma la vieille à la lèvre pendante. mais si nous te rendons ce service, tu devras nous promettre quelque chose en retour. » Oh, je vous donnerai n'importe quoi, promit la jeune fille. Hélas, je n'ai rien à vous donner, absolument rien, Dans ce cas, nous t'aiderons à une condition. déclara la vieille femme au gros pouce. Tu dois nous promettre 3 choses. D'abord, de nous inviter à ton mariage. Ensuite, de nous présenter comme tes cousines sans avoir honte de nous. Et enfin, de nous faire asseoir à ta table avec les invités d'honneur. Si tu fais tout cela, alors nous filerons ton lin et nous aurons terminé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La jeune fille donna sa parole et les pria de la rejoindre. À sa grande surprise, une trappe cachée par un petit monticule de lin s'ouvrit à quelques pas de la fenêtre où elle se tenait, et les 3 vieilles pénétrèrent dans la pièce. « C'est en effet beaucoup de lin. » remarqua la première. « Et ceci n'est que la première pièce. Voyez comment les 2 autres sont remplies jusqu'au plafond, gémit Marion. Dans ce cas, nous n'avons pas de temps à perdre. Gloussa la vieille à la lèvre pendante. Aussitôt, les 3 femmes se mirent au travail. La première tirait les fils et utilisait son pied large et plat pour actionner la pédale du rouet. La deuxième humidifiait le fil avec sa lèvre pendante. Quant à la troisième,
Elle tournait et tordait le fil avec son énorme pouce, tapotant la table à chaque mouvement. À chaque coup, un beau tas de lin parfaitement filé tombait au sol. Toute la journée et bien tard dans la nuit, le bruit du rouet remplit la pièce. Les 3 fileuses travaillèrent sans relâche, si bien que, au petit matin, elles avaient terminé de filer tout le lin de la première chambre. Le matin venu, lorsque la reine vint constater le progrès de Marion, les 3 fileuses se cachèrent dans la pièce voisine. La reine n'en crut pas ses yeux. La première salle était remplie du plus beau fil qu'elle ait jamais vu. Quant à Marion, elle dormait profondément à côté du rouet. Naturellement, la reine pensa qu'elle avait filé toute la nuit. Elle réveilla la jeune fille et lui dit d'un ton encourageant : « Voilà qui est mieux. Allons, Marion, continue ainsi. » Dès que la reine se fut retirée dans ses appartements, les 3 fileuses se remirent à l'ouvrage. Elles filèrent toute la journée et une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, tout le lin de la 2e pièce était filé, et elles se cachèrent dans la 3e. La reine jeta un coup d'œil et vit la jeune fille endormie à côté du rouet. « Elle a dû passer la nuit entière à travailler, » pensa-t-elle. « Elle est décidément d'une assiduité remarquable. » Après le départ de la reine, les 3 femmes se mirent au travail dans la 3e pièce. Bientôt, elles eurent filé le tout dernier brin de lin. « Nous avons tenu notre promesse, » dirent-elles. « À présent, à toi de tenir la tienne. » Sur ces mots, elles disparurent l'une après l'autre par la petite trappe. À peine l'eurent-elles refermée derrière elles que la reine pénétra dans la pièce. Abasourdie, elle regarda autour d'elle et admira les montagnes de lin filé qui atteignaient le plafond. « Vraiment, jeune fille, votre courage et votre détermination sont remarquables. Bien que vous ne soyez point de sang royal, je sais désormais que vous ferez une épouse exemplaire pour mon fils. » Puis, elle se tourna vers ses serviteurs et ordonna qu'on organise les noces du prince et de ma future belle-fille. Le prince, ravi, se réjouissait déjà d'avoir une épouse aussi charmante et talentueuse. Charmé, il s'approcha de sa fiancée et lui prit doucement les mains en souriant. « Je tâcherai d'être un bon mari pour vous, je vous le promets. » En entendant ces mots, la jeune fille saisit sa chance. « J'ai 3 cousines, » se risqua-t-elle. « Elles ont été si bonnes avec moi que je dois absolument les inviter au banquet de mariage. »« C'est tout naturel !» approuva la reine. « Et je voudrais qu'elles prennent place à table avec nous, » ajouta la jeune fille. « Mais bien entendu, elles seront conviées sur le champ, » lui promit le prince. Et aussitôt, un messager fut chargé de livrer une invitation aux 3 femmes. Le mariage eut lieu 1 semaine plus tard. La fête battait son plein lorsqu'on annonça les 3 sœurs. Aussitôt, la jeune mariée accourut les accueillir en souriant. « Chères cousines, soyez les bienvenues, » dit-elle rayonnante. « Entrez et venez vous asseoir à notre table. » À leur passage, tous les invités les dévisagèrent du regard. « Regardez la première, » murmura-t-on. « Comme son pied est grand. » « Il n'est pas aussi impressionnant que la lèvre pendante de la 2e, » ricana-t-on. « Ni que le pouce immense de la 3e. » La reine, elle aussi, ne put s'empêcher de les dévisager, très intriguée par leur apparence. « Elle est si belle, » pensa-t-elle. « Ma foi, qui aurait pu croire qu'elles sont de la même famille ?» Elle les pria néanmoins de se joindre à eux, et toutes 4 se mirent à deviser gaiement. Après quelques heures, la reine se tourna vers la première des 3 femmes et lui demanda avec courtoisie : « Dites-moi, comment se fait-il que votre pied soit si large et si plat ?»« C'est à force d'actionner la pédale du rouet en filant, » répondit la vieille. Alors la reine demanda à la 2e : « Dites-moi, pourquoi votre lèvre inférieure est-elle si pendante ?»« C'est à force d'humidifier le fil en filant, » répondit-elle. Enfin, la reine demanda à la 3e : « Dites-moi, pourquoi votre pouce est-il si grand ?»« C'est à force de tordre le fil en filant, » répondit-elle. Alors la reine se tourna vers son fils et sa ravissante épouse et déclara : « À compter de ce jour, ma belle-fille ne touchera plus jamais un rouet. » Ainsi s'achève cette compilation de contes des frères Grimm. Si cette vidéo t'a plu,
n'hésite pas à la liker, à y laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!